la Cité européenne des scénaristes présente. Si par exemple le personnage c'est la première fois qu'il doit s'échapper par là, il connaît pas comment il fait le toit, il sait pas qu'il peut sauter là et qu'il atterrira là, donc avant de sauter, tu regardes au moins. Et justement t'as plus d'enjeux, tu regardes, est-ce que je peux le faire? Bon, j'ai pas le temps de réfléchir mais je pense que ça passe. Si le héros il a pas le besoin absolu de sauter là, de cette manière là, pour moi c'est du remplissage. Les cascadeurs et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. On va se servir du potentiel qu'offre le décor qui n'était pas prévu pour renforcer un gag. Alors que si on avait demandé à quelqu'un de creuser de ci, de ça, c'est une journée pour creuser, tout ça en fait coûterait plus d'argent, mais moi j'aime bien cette liberté-là. Son métier, chorégraphier, encadrer et parfois accomplir lui-même les cascades et combats des films et séries. Dans ce 12e numéro de l'émission, la parole est à un coordinateur de cascade. Oui, un seul, exceptionnellement, car en réunir plusieurs au même endroit au même moment n'est pas une mince affaire. Heureusement, mon invité du jour ne manque pas d'expérience à nous partager puisqu'il a travaillé entre autres aux chorégraphies des films Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, Lockout, Le Dernier Mercenaire, Kursk, La Loi de la Jungle, La Prière et des séries Hors Noir et Mortel. Je le laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en sa compagnie. Cette émission a été enregistrée en mai 2022. Je m'appelle Hugo Barillet, ça fait 17 ans que je travaille dans le cinéma, en spectacle. J'ai un cursus classique de comédien, mais déjà avant ça je commençais à bosser dans la cascade, c'était mon premier rêve de gosse. Et puis assez rapidement, un peu malgré moi, on m'a un peu désigné, mis en remplacement, délégué des choses plus en chorégraphe combat, en coordination cascade. Donc depuis ce temps-là, je mène une carrière avec plusieurs cordes à mon arc, selon les projets. Je joue souvent, je cascade, mais le plus clair du temps maintenant, je m'occupe d'entraîner les comédiens, de chorégraphier les scènes d'action, d'aider les équipes à gérer le risque sur le plateau, orchestrer les scènes d'action, de la préparation en amont dès la lecture du scénario jusqu'au montage final selon les projets. Et les derniers projets sur lesquels tu as bossé justement, c'est... Là, le dernier un peu conséquent, c'était le Astérix et Obélix de Guillaume Canet. C'était un collègue à moi qui était en coordination, Alexandre Coderlier, et moi je m'occupais de tous les combats du film. Donc on a eu plusieurs mois pour coacher nos comédiens et puis préparer l'ensemble des combats, parce qu'il y en a beaucoup dans ce Astérix-là. Guillaume Canet voulait vraiment faire la part belle à l'action et puis faire des choses qui n'ont pas été vues dans les albums, c'est un inédit. Ça se passe, c'est Astérix en Terre du Milieu. Et donc c'était la rencontre de la potion magique contre le kung-fu à la Tigre et Dragon un petit peu, quoi. On a pu vraiment s'amuser et c'était chouette. Super. Donc du coup, pour attaquer sur la première question, quand toi tu arrives sur un projet, il en est où en général le scénario? Il y a plein de choses différentes, ça dépend vraiment et des scénaristes et des réalisateurs, parce que je pense que nos métiers, c'est un petit peu différent de professionnels que tu as dû interviewer avant. Dès qu'on parle de l'action, il y a soit des gens qui en ont une idée très précise, soit c'est on te laisse des parenthèses complètes, quoi. On ouvre les points et puis c'est marqué, le personnage entre, il se bat contre 3 hommes, durée 3 minutes, il sort. C'est-à-dire que des fois ça va être très détaillé, si on a des réalisateurs ou des scénaristes qui aiment l'action, qui en sont spectateurs, qui aiment détailler et tout, mais très souvent c'est 2 phrases, même pas, quelques mots, et donc là, c'est après à moi d'aller à la pêche aux infos. Mais à chaque fois, dans ce cas-là, t'arrives, il y a un scénario. C'est ça que je veux dire, c'est que t'arrives, le scénario est prêt, on cherche juste quelqu'un pour chorégraphier les cascades. Ça t'arrive jamais d'arriver, par exemple, pendant l'écriture, il y a jamais des scénaristes qui viennent te consulter pour savoir est-ce qu'on doit faire ça? Alors des scénaristes, non. Hélas, et je trouve que c'est bien dommage d'ailleurs, mais des réalisateurs oui, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir plusieurs réalisateurs, des gars chouettes, des gars fidèles qui aiment s'entourer un peu de la même équipe à chaque fois. Des fois en amont, on se rencontre et en fait on fait un peu des choses à l'envers. Ok, on a tant de budget pour le film à venir, voilà ce à quoi j'ai pensé en termes d'action, et puis moi du coup je suis là pour échanger avec eux et leur dire alors ça c'est super, ça coûte rien à faire à part les salaires, le savoir-faire, et c'est impressionnant à l'image. Ça par contre, oui, là on est dans l'eau, donc là il faut des gens en sécu pour nager et tout. Je suis là aussi pour les aider comme ça à concevoir des scènes qui rentrent super bien à l'écran et qui vont rentrer dans leur budget. Et aussi des fois, là c'est le cas sur la série où je suis en ce moment, je vais voir les décors avec les réalisateurs, avec le chef opérateur, et en fait à partir du décor,
Vu qu'ils me connaissent, qu'ils me font confiance, je leur propose, moi, des actions qui sont dans la veine de ce qu'ils voulaient pour le scénario et des personnages, mais je vais vraiment tailler sur mesure une scène d'action par rapport au potentiel d'un décor. Ils ont choisi tel décor pour telle et telle raison, et moi je leur demande, tiens, est-ce que on peut se décaler de quelques mètres là ? Parce que souvent les décors réels apportent plein de choses qui coûteraient cher à fabriquer, enfin, sur papier, en amont, si tu marques ça, là, d'un coup, t'as le producteur qui dit, non, mais attends, faire construire ça, ça coûte une fortune, alors que si t'es sur un décor réel, et puis il y a ce truc qui est là, et puis eux ont pas fait attention parce que leur focus, il était sur autre chose. Et moi, avec mon œil à moi, je vais dire, tiens, mais là, je peux faire un super truc pour le héros à ce moment-là, et ça passe complètement, et c'est crédible qu'il passe par cet endroit-là, et qu'il y a un truc qui est vraiment propre à ce décor-là. Et en fait, ça permet d'avoir une grosse plus-value grâce au repérage en amont. Il y a aussi, des fois, tiens, il y a tel acteur, je le connais déjà, on a déjà bossé ensemble. Bon, c'est dommage, il est peu présent dans la bagarre, alors que c'est lui le plus à l'aise des comédiens que tu as intégrés dans ton scénario. Et donc, des fois, je donne l'information. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Mais donc, des fois, on va un peu booster l'écriture sur ce personnage-là. On n'a que une petite journée pour faire cette séquence de combat, donc c'est un peu la garantie qu'on ait des rushs de qualité. Et dans tous ces cas de figure, le scénario est existant. Ouais. Est-ce que tu te souviens du premier scénario que tu as lu en tant que coordinateur de cascade ? Comment tu l'as vécu ? C'était comment ? Quand on arrive sur des films, ça peut être juste pour quelques scènes. Ouais. Des scènes qui sont souvent pas forcément difficiles, qui demandent juste d'avoir du monde pour la sécurité, pour que personne se blesse. Je me rappelle davantage plutôt des premiers gros films d'action, où là je devais gérer tous les combats, doubler l'acteur principal. Il y en avait un, c'était un gros film indien comme ça, après il y a eu Lockout aussi où il y a beaucoup de combats. Ouais. Et justement on décortique au fur et à mesure que tu lis le scénario et que tu vois apparaître plein de scènes où tu sais que tu vas être dedans. Déjà c'est excitant évidemment parce que c'est des métiers de passionnés, hein. Ensuite évidemment les échanges avec réalisateurs, producteurs, puis rencontrer les comédiens, voir un peu jusqu'où on pourra les emmener eux, est-ce qu'ils pourront faire le maximum eux-mêmes, est-ce qu'il faudra des doublures, après il y a toutes ces questions là qui rentrent en compte, mais souvent effectivement il peut y avoir beaucoup d'excitation rien qu'à la lecture d'un scénario comme ça, directement j'ai plein d'images qui me viennent, je commence à prendre des notes. Tu t'investis tout de suite Ouais, parce que selon comment c'est écrit, des fois il y a des scénarios qui sont assez pénibles à lire, hein, mais c'est pas pour autant que le rendu sera pauvre à l'image ou que le film sera mauvais, ça n'a rien à voir, c'est ça qui est dur avec, tu connais bien, hein. Ouais. Il faut être capable de se transposer. Il y a des réalisateurs ou des scénaristes qui détaillent beaucoup plus les choses, qui mettent aussi plein de petites annotations sur les côtés. Et moi j'aime beaucoup parce que c'est une richesse, ça permet vraiment de s'immerger dans son univers et de faire du sur-mesure. Tu parlais de l'excitation comme une espèce de première émotion que fait surgir le scénario de la lecture. En tant que coordinateur de cascade, qu'est-ce qui te plaît dans un scénario ? Qu'est-ce qui t'excite le plus dans un scénario ? C'est quand déjà la scène est écrite et qu'elle est un peu atypique. Il y a très souvent des clichés et des choses qui reviennent tout le temps. Moi, j'ai bossé dans 35 pays avec ce boulot. Et j'ai bossé vraiment avec des savoir-faire différents, de Moscou à l'Amérique latine, à l'Inde, enfin, il y a plein de savoir-faire, de techniques. Pour le coup, il y a assez peu de scénarios où, dès la lecture, je sens une vision précise de la scène d'action. Souvent, c'est très flou, mais même pour le réalisateur, le chef opérateur, ça reste très flou, jusqu'à un stade quand même très avancé. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, nous, on fait des prévises. On va filmer en répétition la séquence d'action, on va la monter pour montrer le rythme, ce qu'on imagine, et ça permet en fait à tous les corps de métier de comprendre ce qu'on va faire. Si c'est juste une scène, une percussion voiture et tout, l'imaginaire collectif ou les gens de cinéma connaissent bien ça. Mais dès qu'on est sur des corps en mouvement, une poursuite, une bagarre, et que la séquence va durer au moins 20 secondes, 30 secondes, 1 minute ou plus, là, même avec des gens qui ont beaucoup de métiers, il y a beaucoup de raisons de pas se comprendre. Donc des fois aussi, on a une technique, c'est d'avoir des figurines en réunion et puis d'illustrer avec les figurines. Vu qu'en plus, on est souvent lié à plein d'autres départements, évidemment la décoration, l'image, les accessoires. On doit vraiment travailler main dans la main, donc il faut vraiment expliquer clairement les choses. Sinon, on a plein de désagréments, ça rend pas aussi bien que prévu, ça peut être dangereux, ça peut être très souvent mal filmé, mal monté. Quelles sont les premières questions que tu te poses quand tu lis un scénario ? Quel acteur va être impliqué dedans ? Est-ce que le réalisateur connaît déjà l'action ? Est-ce qu'il a déjà fait pas mal de séquences d'action dans le passé ? Ouais. Et est-ce que le chef opérateur et le monteur également ont fait pas mal d'actions et savent la filmer et la monter ? C'est marrant parce que toutes ces questions que tu te poses sont que des questions extérieures au scénario finalement. Oui, totalement. Mais en fait, très souvent, notre rôle à nous, c'est déjà de se battre pour qu'on comprenne ce qui se passe à l'image. À l'étranger, on a beaucoup moins ça, mais surtout en France, il y a un peu une peur que ça fasse cascade.
très souvent. Ça veut dire quoi, ça, faire trop cascade? Et que la scène d'action fasse trop chorégraphiée, ou qu'on sente trop que le gars tombe mais qu'il ait une maîtrise de ce qu'il fait. Qu'on sente trop l'artifice, le technicien spécialisé c'est très français, derrière ça, l'image. quand même, non? C'est totalement français, et le pire c'est que très souvent ceux qui disent ça, ils sont les premiers à être friands et à citer en référence des gros films américains ou des séquences d'action asiatiques et tout ça. Donc ils en sont friands quand c'est pas chez nous, et puis quand on leur propose, ils sont frileux. Ouais, ça c'est marrant, mais ils ont tous dit ça, le son, la musique, et à chaque fois ils disent personne veut que ça déborde. Et c'est dommage parce que les spectateurs, eux, par contre, adorent ça. Ouais. C'est-à-dire que de toute façon, c'est simple, hein, tu regardes une bande-annonce, s'il y a juste eu 3 cascades dans le film, t'as des grandes chances pour qu'il y en ait au moins 2 dans la bande-annonce, quoi. C'est-à-dire qu'avec les effets spéciaux, c'est le sel et le poivre, c'est voilà. Et c'est dommage parce que effectivement, ça se passe pas du tout pareil dans beaucoup d'autres pays. Alors voilà, je pense qu'encore une fois, c'est mon point de vue, hein, je dis pas que j'ai raison. Mais je trouve que les écoles de cinéma sont trop formatées. Et pour avoir souvent accompagné des courts-métrages étudiants à la FEMIS dans des grosses écoles de cinéma et tout, à chaque fois j'étais assez interpellé par ça, quoi. C'est-à-dire que c'est chacun son domaine, sa vision, son truc, faut pas trop dépasser. Et en fait, moi je constate vraiment dans le travail que les réalisateurs qui ont appris par la débrouille, par eux-mêmes, par faire plein de courts-métrages, en se débrouillant par eux-mêmes, dès qu'ils arrivent sur du long-métrage, mais c'est les doigts dans le nez, quoi. C'est-à-dire que ils connaissent quelles sont les problématiques des autres corps de métier et tout, donc ça va beaucoup plus vite. Et puis pareil, dans les réalisateurs qui ont déjà fait du montage, ça n'a rien à voir. Les réalisateurs qui n'ont jamais fait de montage eux-mêmes, mais on perd beaucoup de temps au tournage, et on prend des risques en plus, parce que plutôt que de faire 2 fois la cascade et d'être sûr de son découpage, on va se couvrir et on va la prendre 20 fois sous tous les axes, et on va la refaire encore et encore. Et puis souvent, en plus au montage, ils prennent pas le bon axe. Ils vont prendre l'axe qui écrase l'action, qui dynamise moins, ou alors qui est tellement serré ou sombre que heureusement qu'il y a des bruitages des fois, sinon on comprend pas ce qui se passe à l'image. Ouais, donc vos enjeux de cascadeur sont moins sur le scénario que sur le montage, le tournage, la réalisation, etc. Ouais, c'est-à-dire que souvent, vu que ça peut être faible dans le scénario, la manière dont est décrit la scène, après, derrière ça, moi, je vais à la pêche aux infos. Ça passe par des discussions avec le réalisateur, de voir qu'est-ce qu'il souhaite, quelles sont ses références, qu'est-ce qu'il aime, lui, qu'est-ce qu'il a déjà fait par le passé, qu'est-ce qu'il veut reproduire et ne pas reproduire. Ça va être aussi de rencontrer les comédiens, de voir jusqu'où je peux les emmener. Mais pareil, en France, on a... Alors ça change là avec la nouvelle génération, mais bon, on n'est quand même pas dans un cinéma où on n'a pas des comédiens très physiques. Voire il y a un peu une aversion même pour les scènes d'action. Ah ouais. Ouais, il y en a beaucoup que ça. On n'a pas l'héritage Rémi Julienne, les Belmondo, les machins. Hélas non, alors que ça aurait pu. Mais non, il y a un peu des complexes, voilà, de ces sportifs qui arrivent et qui font les choses à leur place. Donc évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Et puis les actions vont se réduire comme une peau de chagrin parce qu'en plus c'est pareil. On va souvent les traiter en dernier sur le tournage, c'est-à-dire qu'on va d'abord faire la comédie, et puis en dernier on va faire l'action, et donc très souvent vu qu'on déborde, il nous reste très peu de temps pour mettre en place ce qu'on a à faire, et donc on doit couper souvent des choses, donc c'est frustrant, hein, même si on comprend les raisons. Et ce qui est bien là avec des nouveaux réalisateurs qui arrivent, des nouvelles générations, c'est que justement ils sont beaucoup plus ouverts, où ils assument d'aimer en fait les scènes d'action et tout, et donc ils s'y impliquent beaucoup plus. Là, par exemple, la série sur laquelle je suis en ce moment, les réalisateurs vraiment me font confiance. Ils me laissent énormément proposer, gérer ça. Ils me laissent donner les axes de caméra. Alors après, on le fait pas tous dans la coordination. C'est vrai que moi-même, j'ai réalisé pas mal de petits projets. J'aime filmer, j'aime monter aussi, parce que justement, je trouve que ça participe complètement à la cascade. C'est-à-dire que c'est très musical. On arrive à la méthode américaine de la réalisation de seconde équipe, carrément, où on fournit la caméra au cascadeur pour la partie cascade, quoi. Totalement. Ça arrive en France, ça, tu penses Ça commence doucement, c'est pas simple. Moi, je le fais souvent quand je suis à l'étranger, je suis souvent assistant second unit directeur, et on nous donne la caméra, donc c'est super parce qu'évidemment on connaît la chorégraphie, donc on est capable nous de se déplacer à l'intérieur de ça, d'anticiper pour avoir vraiment le bon timing, prendre le recul qu'il faut pour une chute, pour que d'un coup on fasse vraiment la part belle à l'action. Une même chute, selon comment elle est filmée, elle est soit pas du tout impressionnante, soit elle peut être vraiment fracassante. Et après, pareil pour le montage. Souvent, hop, on va s'assurer qu'il y ait des beaux rushs, des belles prises de vue qui partent. Et puis le monteur, c'est rare qu'il passe sur un plateau de tournage. Et alors des monteurs qui savent monter l'action, il y en a très peu aussi. Et donc nous on est très contents, on va bien volontiers sur le banc de montage pour aider le monteur à prendre la prise la plus belle, la plus dynamique, faire les bons points de montage. Quand je chorégraphie des actions, souvent je sais vraiment à l'image près exactement ce qui va rendre le mieux. Et donc c'est très très frustrant souvent de voir son travail massacré
par le monteur derrière. Donc il n'y a pas que les scénaristes, des fois, qui ont le sentiment qu'on massacre ce qu'ils font. Non, non, pas du tout. Non, de toute façon, ce métier, dès qu'on est passionné, il y a forcément la frustration. Du fait de la collaboration aussi. Voilà, et après, donc, faut lâcher prise sur pas mal de choses, parce que si je suis pas content, sinon je réalise mes films. Pour un projet où il y a beaucoup de cascades, pas juste une scène, et où tu as le scénario, est-ce que tu penses tes cascades artistiquement comme un tout, c'est-à-dire une vision globale de l'ensemble des cascades, ou est-ce que tu bosses localement, scène par scène? Est-ce qu'il y a une vision artistique globale des cascades sur Complètement. Par exemple, là, pour en reparler encore, la série où je suis là, il y a 10 épisodes, il y a de l'action dans les 10 épisodes, donc en fonction des protagonistes, de l'avancée aussi et de l'enjeu au fur et à mesure des épisodes, moi j'essaie de construire quelque chose qui va évidemment évoluer avec tout ça, qui est cohérent avec tout ça. Tiens, ça, on va se battre pour faire ça en plan séquence. Ce combat-là, il va aller beaucoup au sol. Tiens, ce combat-là, il va rester que debout. Et en fait, j'essaie de... comme un tableau, d'avoir différentes palettes de couleurs et que l'ensemble des moments où j'interviens renforce l'histoire et puis mettre le spectateur vraiment en haleine. Et puis essayer d'avoir aussi un peu une variété, c'est-à-dire que s'il y a trop de coups qu'on met, ça peut devenir répétitif. Et donc quand en plus on a la chance d'avoir une équipe à l'écoute et qu'on travaille vraiment main dans la main avec le chef opérateur, le monteur, les réalisateurs, les comédiens, ça peut donner des choses vraiment super derrière. Et des fois, même avec un petit budget, on peut avoir des scènes d'action qui sont vraiment, vraiment très étonnantes, très réussies. Des fois, nous, on peut partir sur des idées, et puis d'un coup, le réalisateur revient et dit « Ah bah non, parce que nous, là, la comédie, on l'a laissée à l'entrée de la porte, là. Ah mince, nous, le début, on l'avait fait avec l'entrée de la pièce derrière. » Comment tu fais techniquement quand t'as une scène qui est décrite en une ligne, marquée ils se battent, je pense cas de figure là, ou course-poursuite. Parce que là, c'est ton espace de narration, quelque part dans le scénario. Comment se passe ce développement depuis une ligne vers une scène? Chaque projet, je m'adapte complètement au réalisateur, à son univers. Si des fois il a une vision qui est très floue, je vais lui poser plein de questions sur ce qu'il aime lui en tant que spectateur, en tant que cinéaste. Les comédiens, qui est-ce qu'on a? Et des fois même, ça arrive souvent que je participe à valider le choix d'un comédien. Alors pas forcément pour les rôles principaux, mais par exemple un rôle d'un méchant ou d'un homme de main et tout, des fois je vais tester plusieurs comédiens et puis je vais donner mon avis à moi pour dire avec lequel ce sera le plus facile de travailler, le plus réussi à l'image. Et puis après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Donc je lui pose plein de questions. La durée. Est-ce qu'ils ont déjà une idée du décor? Est-ce qu'ils ont déjà une idée du rythme qu'ils veulent donner, du découpage qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent que ce soit très découpé, très rythmé? Ou alors laisser la part belle à l'action, en plan plus large, en suivi? Enfin, j'essaie de ponctionner le maximum de détails d'eux. Et même quand ils le savent pas vraiment eux-mêmes, je vais provoquer ces questions-là pour être sûr de partir avec les bons ingrédients. Et après, une fois que j'ai ces bons ingrédients, je laisse l'imagination faire. Et puis souvent, j'écris. Donc j'ai les carnets remplis à la maison de scènes d'action, d'idées, de choses et tout. Je commence à écrire, à noter. Et puis, souvent, je reviens régulièrement en contact avec le réalisateur ou avec les comédiens et dire, tiens, voilà, j'ai pensé à ça, est-ce que ça te plairait? Et j'essaie souvent de trouver des idées qui n'ont pas été trop vues ailleurs, parce que refaire des séquences d'action ou des cascades qu'on a déjà vues 1000 fois, moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Même si on me demande un truc classique, je vais vraiment essayer d'y ajouter soit une petite touche, soit carrément un vrai truc important, pour que même les spectateurs qui adorent les séquences d'action se fassent « Waouh, putain, c'est original ça !» Tu disais que t'aimes bien aussi avoir de ton côté tes idées, tes carnets, ça m'intéresse. Ça veut dire que quelque part, un bon coordinateur de cascade, il est un peu scénariste dans son coin, il a déjà des idées qui travaillent, qui pourraient ensuite recaler. Alors encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a plein de manières de faire ce métier différentes et qui sont toutes bonnes. Et donc après, il y a aussi, je pense, on va dire deux catégories un peu différentes dans la coordination. Il y a des gens qui sont beaucoup plus des techniciens et d'autres des artistes. Moi, je me sens vraiment artiste-technicien, parce que sinon, je pourrais des fois me contenter, y a ça de marqué en scénario, je l'exécute vraiment comme un technicien, et donc ça peut être génialissime. Mais c'est vrai que souvent, je me rends compte que j'aime bien aussi surprendre le spectateur et vraiment faire du taillé sur mesure pour les projets, et pas juste faire une commande et clé en main, voilà, c'est ça. Quand bien entendu, je sens que l'équipe en a envie. Il faut que ça s'intègre complètement au scénario global, et que la scène d'action soit pas comme une verrue qui est greffé à un scénario. Je me bats d'ailleurs souvent quand j'ai les cascadeurs sur le plateau pour toujours se rappeler des intentions. Pourquoi est-ce que le personnage fait ça à ce moment-là? Pourquoi est-ce que là il est étranglé? Pourquoi est-ce qu'il va prendre tel objet? Il faut que tout devienne logique quand on le voit, que c'est la seule option possible, plutôt que moi je me fasse plaisir mais voilà. Et que le film y perde. Maintenant, le cas de figure inverse, c'est-à-dire un scénario où les scènes d'action sont plutôt décrites, c'est quoi pour toi une cascade entre guillemets bien écrite? Quand je sens déjà qu'il y a eu un plaisir à l'écriture et qu'il y a eu de l'intelligence à l'écriture, que déjà il y a des traits d'originalité, et qu'il y a déjà un rythme dans l'écriture, qu'il y a déjà des idées qui dénotent, et pas juste il rentre, il se bat contre l'homme de main, machin, quand il y a vraiment des enjeux aussi, parce que pareil,
À chaque fois, on doit justifier des personnages qui sont impliqués dans une scène d'action. S'il n'y a pas d'enjeu, voilà, il faut que ça raconte quelque chose du début à la fin. Est-ce que tu personnalises tes cascades en fonction de la caractérisation des personnages ? Bah bien sûr, c'est-à-dire que des fois, si un personnage, dans sa manière d'être, de penser, de se déplacer, il est raide comme un piquet, ça va être beaucoup plus drôle de faire une chute maladroite, en apparence un peu moche, mais qui va être très drôle et cohérente avec son personnage, que d'un coup d'avoir une rupture où le personnage bouge plus pareil pendant qu'il lui arrive l'accident. Et donc des fois on va renforcer un gag par rapport à un truc qui était écrit déjà. Des fois, on va apporter un deuxième, un troisième effet qui se coule. Le plus évident, c'est le personnage, mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans le scénario dont tu pourrais partir pour adapter tes cascades ? Vu que j'ai un cursus de comédien classique, c'est vrai que quand je dois des fois jouer un rôle, j'aime bien effectivement aller chercher aussi plein d'éléments pour me raconter mon histoire, savoir d'où tu viens, ce que tu racontes, l'héritage tant physique que des traumatismes internes et tout ça. Et donc du coup, forcément, quand on fait une scène d'action, si on n'y met pas un minimum de fragilité, les héros qui sont invincibles, et qui n'ont aucune faille, on palpite moins en tant que spectateur. Alors que quand on sent que tout peut basculer d'un moment à l'autre, que rien n'est fait, rien n'est acté à l'avance, ça rend les choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus trépidantes pour le spectateur. Donc du coup, des fois, quand l'écriture est peu développée, effectivement, je vais noter au fur et à mesure de la lecture du scénario tous les éléments qui vont me permettre de rattacher cette scène d'action vraiment avec le scénario. Par exemple, tiens, on va évoquer avant que dans la scène, ils sont dans une pièce qui peut me faire penser qu'il y a tel objet dans cette pièce-là. Et donc, je vais utiliser cet univers-là pour ramener un objet dans la scène d'action, mais qui est cohérent avec ce qu'il y a eu avant, parce qu'il n'y a rien de pire que de se battre avec un objet où on comprend pas d'où il est arrivé. Par exemple, si tu as deux personnages qui se battent dans une pièce, et puis d'un coup, l'un des deux se fait étrangler, attrape un objet et le fracasse sur l'autre, si avant ça, tu as pas eu un peu un plan large où t'as pas raconté où est l'objet, sans faire un gros plan dessus, c'est juste en fait le faire exister dans la pièce, le spectateur il a pas le temps d'identifier, ou il a moins le temps de se dire oula, ah oui ça fait mal. Quels sont les types de cascades, quand tu les lis, dont tu devines qu'elles vont te demander beaucoup plus de travail que d'autres ? Il y en a pas mal, évidemment c'est selon les éléments, quand on travaille avec l'eau, le feu, quand on travaille aussi avec des grandes hauteurs, qu'il va te falloir attacher les comédiens, les câbler, ou alors des fois c'est pas seulement les scènes d'action, c'est comment va être l'équipe technique autour. Par exemple, tu peux avoir une scène toute simple sur un toit d'immeuble, mais toute l'équipe, faut qu'elle soit là-haut, faut qu'elle puisse toute la journée monter et descendre. Donc au début, tout le monde a le vertige, puis en fin de journée, faut rappeler aux gens, attention, il y a 30 mètres de vide là. Donc des fois, je travaille très souvent avec une équipe qui est spécialisée là-dedans. À l'écriture, tu fais, oui, ça dure que 10 secondes. Tiens, elle tombe par la fenêtre, elle est rattrapée par le héros, il la remonte aussitôt. Mais ça va prendre une demi-journée à filmer, et puis il y a toute l'équipe autour qu'il va falloir gérer. C'est-à-dire que notre métier, c'est la sécurité des comédiens, mais aussi de l'équipe technique autour, souvent. Et d'ailleurs, c'est même des fois plus dangereux, parce que la principale cause d'accident, c'est quand on relâche la tension. Et donc souvent, moi, quand il y a des grosses cascades à faire, qui sont dangereuses, je suis pas très inquiet, parce qu'on a tellement de focus, on est tellement concentré, que ça se passe bien. Mais des fois, sur les choses plus simples, où là, les gens prennent ça plus à la légère, là, je dois être toujours derrière, dire attention, attention. Là, demain, on a telle séquence, donc ce soir, essaie de te coucher tôt, essaie de pas manger trop lourd. C'est la garantie, que les choses se passent bien aussi derrière, que les gens soient en forme. Comme je dis, en fait, c'est avoir les yeux en face des trous. Le danger pour moi, c'est quand les gens font les choses et que je sens qu'ils sont pas à ce qu'ils font. Moi, quand j'arrive sur un décor réel, ou même tout type de décor, je vais scanner le décor, je vais regarder, je vais toucher, voir ce qui est solide, voir tous les pièges à éviter. Et tous les pièges qui ne sautent pas aux yeux aux gens comme ça en arrivant. Et au-delà de la question du danger, du coup, là, sur le côté plus réalisation de la cascade, c'est quoi la cascade qui, quand tu l'as lu, t'a paru la plus irréalisable qu'on t'a demandé de coordonner, et comment tu t'y es pris pour la concrétiser? J'ai pas trop d'exemples qui me viennent de trucs irréalisables, parce que souvent en fait des fois c'est dur de se projeter parce qu'un décor n'est pas construit, donc d'un coup tu vois une hauteur de 2 étages et tu te dis je dois tomber de là-haut à en bas, et puis d'un coup quand c'est construit tu fais bon ça va, ici je vais tomber là, je vais rebondir ici, je vais aller là. Les choses se construisent au fur et à mesure, et en fait tu peux arriver des fois sur une cascade à faire qui est très périlleuse, qui fait peur, on arrive, mais c'est pareil, il y a un temps où on se familiarise avec le décor. Là je vais peut-être plutôt parler moi en tant que cascadeur que coordinateur. On me demande de faire une cascade, et puis des fois t'arrives le matin, t'as enchaîné 5 jours d'affilée avec des choses physiques pas faciles, des fois le corps il a moins envie le matin tôt comme ça d'y aller, il fait froid, c'est l'hiver, il fait encore un peu de nuit, et puis tiens il faut courir, percuter la rambarde, faire 3 tours en l'air et tomber. Des fois il y a des choses comme ça qui sont pas évidentes, mais du coup on va
Ce que j'appelle, on va élaguer, on va y aller étape par étape. Mais c'est pareil, quand j'accompagne un comédien sur une cascade, on n'y va jamais comme ça franco dès le début, c'est-à-dire qu'on va démystifier les choses. On va y aller par étapes, et donc d'un truc qui fait très peur ou qui semble irréalisable, on va mettre des matelas, on va couper la distance par 3 au début pour rassurer tout le monde, pour se rassurer, et au fur et à mesure, comme ça, on va augmenter les distances, les marques, et au fur et à mesure, on va retirer les sécurités jusqu'à en laisser le minimum possible. Du coup, contrairement un petit peu aux clichés populaires, on est tous sauf des casse-cous, des jacasses. En plus, en Occident, nous, on a vraiment un tabou sur les blessures. En Asie, les cascadeurs sont souvent fiers de se blesser. Ils n'ont pas du tout le même rapport au corps, aux dangers et tout ça. Nous, c'est l'inverse. S'il y a une blessure, même une toute petite blessure, c'est un échec absolu. Et en fait, on le dit pas assez, mais la gestion du risque aussi, c'est à plus de 80% dans la tête. Les capacités physiques, c'est une chose, mais le reste, c'est à 80% du mental. Et des fois aussi, c'est relayer ça au niveau du plateau. C'est-à-dire que d'un coup, il y a une mise en scène qui a des délais à tenir et on va nous demander allez, c'est maintenant. On va nous mettre la pression. Ils ont pris 6 heures à faire la comédie ou c'était plutôt à la cool et tout. Puis d'un coup, il reste qu'1 heure pour faire la scène d'action. Et d'un coup, tout le monde est très stressé, il faut que ça aille vite. Alors qu'on peut faire les choses vite, mais en restant détendu et alerte, mais serein. Le stress n'aide pas ce genre de scène, quoi. Non, surtout le stress des autres. Parce que du coup, mon rôle aussi, c'est les comédiens, c'est les mettre dans une bulle de confiance. Et quand cette bulle-là, elle est brisée par des tierces, quand c'est des projets où on demande aux comédiens de faire beaucoup plus eux-mêmes, souvent, je vais parler longuement à l'avance avec les assistants réals, avec le réalisateur, le chef-op, pour justement qu'ils respectent aussi cette bulle de confiance et pas qu'ils viennent un peu heurter les choses trop poussées. Mais ça se fait discrètement et ça se prévoit à l'avance et ça se passe toujours très bien. C'est bien de sacraliser un peu les choses. Moi, je demande souvent au premier assistant, quand tu sens qu'on est à 3/4 d'heure, 1 heure de tourner la scène, tu me fais un petit signe, et puis comme ça, je sais que moi, je pars réchauffer le comédien, physiquement, mais surtout mentalement. Ouais, tu ritualises un peu le truc. Ouais, totalement. Je mets plein de rituels, et alors, j'ai appris bien plus tard que tout ça, c'était de l'auto-hypnose. C'est pas un mot qui doit faire peur, c'est juste détourner l'attention pour mieux se focaliser sur des choses. Quand j'ai la chance d'accompagner des comédiens sur tout un projet, je vais leur donner des objectifs et des choses. Le projet que j'ai en ce moment, là, on n'a même pas commencé à tourner, qu'ils ont déjà progressé, les comédiens. Parce que là, des fois, ils arrivent, je dis, t'es tout raide, et là, il fait une galipette, il se coince le dos. Et donc, je dis, c'est quand même dommage. Puis je leur rappelle un petit peu, je dis, tu sais, voilà, un comédien, c'est aussi avoir un corps disponible. Sans même parler de cascade ou d'action, c'est que ton corps, il soit disponible et malléable pour les scènes qui te sont demandées. Donc, je leur donne des fois des exercices à faire. Et donc là, par exemple, un de ceux que j'ai là en ce moment, je lui ai envoyé une vidéo d'étirement matinaux à faire tous les jours ou tous les 2 jours. Ça prend 5-10 minutes, Mais ça, additionné au mental, là, je l'ai pas revu pendant 2 semaines, puis il est arrivé à la répétition, puis alors directement, il bouge plus pareil. C'était le jour et la nuit par rapport à la première fois. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des cascades quand tu les lis, ça t'est arrivé que tu les trouves vraiment trop timides? C'est-à-dire qu'on t'appelle pour un truc, tu te dis vraiment juste pour ça. Ouais. Comment t'es arrivé dessus? Comment tu l'as amené vers quelque chose d'autre? Même des collaborations, c'est tout le temps comme ça. Il y a un réalisateur que j'accompagne comme ça depuis ses premiers courts-métrages, et puis surtout ses films, Antonin Perejetko. Okay. Et donc là, dans les derniers, c'était La Loi de la Jungle, La Pièce rapportée. Et en fait, Antonin, c'est une ode au cinéma des années 60-70. Son cinéma est gorgé de références comiques, de gags, de plein de choses visuelles. C'est très riche ce qu'il fait. Et ce que j'adore, c'est qu'il bosse entre parenthèses à l'ancienne. Il pose la caméra où il fait un cadre qui est pas dynamique, et c'est moi qui vais remplir vraiment son cadre avec ces comédiens qui font des choses insensées et drôles. Avec des mouvements. Voilà. Et donc en fait, souvent il a une écriture qui est faite, mais il aime que je lui propose des choses. Et puis souvent, plus ça va être déjanté, déluré, plus il adore. Et donc d'un truc qui est marqué, qui est pas drôle du tout dans le scénario, on va faire quelque chose où les gens vont être tordus de rire, quoi. Par exemple, dans La Loi de la Jungle, il y a un combat qui est complètement insensé dans une sorte de taverne en pleine jungle, en Guyane. Ce qui est super avec ce gars-là, c'est donc à la fois il me laisse lui proposer plein de choses, et des fois, il a des idées, des envies sur le plateau, et ça c'est quelque chose que je trouve génial, parce que c'est dommage des fois de rester trop collé à un scénario, quand un décor, ou des comédiens, ou les talents combinés des gens sur place,
raconte ou peut proposer quelque chose de complètement supérieur, de bien plus drôle que ce qui a été écrit à la base. Ouais. Et donc des fois il y a des réalisateurs qui sont très scolaires, qui se réfugient, qui restent derrière le scénario et ce qui est fait, et puis d'autres qui ont moins peur, qui sont plus déjantés ou je sais pas. Et donc là il y avait un passage où qui était pas prévu, on avait nous préparé tout le combat, on a tout fait, et à un moment il dit oh moi il y a un truc qui me fait toujours marrer dans les films, c'est quand il y a un mec qui se relève et que quelqu'un donne des coups de coude comme ça, des coups de poing en arrière sans bouger, sans même le regarder. Il faudrait qu'il en donne plusieurs. Oh non mais il y en a deux qui se relèvent et là elle fait avec un bras de chaque côté. Et donc moi j'essaie de comprendre au début ce qu'il veut parce que du coup pareil il a sa manière à lui de raconter le gag, l'action et tout ça. Donc j'essaie vraiment de comprendre aussi ce qu'il veut pour être sûr. Et puis des fois je me dis bon est-ce que c'est une bonne idée machin. Donc c'est pas grave, prenons le risque de nous tromper et allons-y, on va illustrer ce que t'as en tête et on va voir ce que ça donne. Et en fait lui il adore les gags qui dure tellement que ça en devient lourd, où le spectateur dit non mais attends c'est bon ça va, et ça devient tellement lourd qu'à la fin ça finit par rire de nouveau, parce que il est allé tellement loin dans le truc que c'est insensé. Ouais. Et donc là, en un seul plan, la comédienne elle donne je crois 130-150 coups aux deux gars derrière. Et c'était donc du grand délire. En plus, les deux gars qui se prenaient les coups le faisaient vraiment bien et font des têtes pas possibles. Bah ça, c'était pas du tout prévu. Hop, c'était une demande sur place et voilà. Okay. Et puis des fois, c'est encore autre chose. Là, le dernier film que j'avais fait avec lui, la pièce rapportée, pareil. Hélas, j'ai pas pu faire les repérages en amont pour différentes raisons. Et en fait, en arrivant sur place, par rapport aux photos qu'il m'avait montrées, les jardiniers de ce grand parc-là, à Lyon, avaient déterré un arbre, donc il y avait un énorme trou. La chorégraphie de combat, les répétitions étaient faites. Mais il y avait ce trou qui était là. Et puis là, je lui montre, je dis, on trouverait pas une idée là à faire en plus avec ce truc-là, parce que je le connais. On va se servir du potentiel qu'offre le décor qui était pas prévu pour renforcer un gag. Alors que si on avait demandé à quelqu'un de creuser de ci, de ça, c'est une journée pour creuser, enfin, tout ça en fait coûterait plus d'argent, mais moi j'aime bien cette liberté-là, cette gymnastique, où en fait on peut s'autoriser aussi un moment à du fun, quoi. Ouais, mais là c'est marrant parce que j'étais parti sur les cascades qui étaient un peu trop timides, et toi t'es allé sur un cas de figure où le but était justement de l'enrichir au tournage. Mais est-ce que ça t'arrive, des cas que j'imagine plus, entre guillemets, banals à la base, où tu lis une cascade où il y en a une parce qu'il faut en mettre une, ou j'en sais rien, et oui. Ce côté un peu, soit parce que ce serait cliché, soit parce que ça pousserait pas assez loin, soit parce qu'ils auraient peur d'en faire trop. Ah oui, il y a une autocensure qui est énorme. La peur du trop, la peur que ça fasse machin, la peur de... Et donc justement, ouais, très souvent, en fait, il y a une chose qui est écrite, et puis voilà, encore une fois, je les questionne, je leur dis, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez ? Je dis, mais tu sais, sinon, regarde, ça coûte pas plus cher, mais au lieu de tomber de là, il peut tomber de là et emporter ça dans sa chute, qui vient tomber là, qui vient arracher tout ça, qui vient faire... Et donc, en fait, très souvent, on développe le gag, on va beaucoup plus loin et plus fort que ce qui était prévu à la base. Encore une fois, ça dépend des projets et des scénarios. C'est plutôt dans ce sens-là que ça évolue. Ouais, mais moi j'aime beaucoup effectivement quand je sens que ça a été un petit peu frileux ou un petit peu raisonnable à l'écriture, ouais. D'aller un peu chatouiller, de proposer des idées en plus qui vont pas coûter plus cher. C'est juste encore une fois des idées, des talents combinés, ou alors dire bah ouais là ton comédien c'est marqué qu'il tombe juste de la chaise, mais écoute t'as la chance d'avoir un comédien qui est très physique, qui est capable de ça. Voilà ce qu'on peut faire. Écoute, si ça te va toi, nous on peut emmener sans problème. Ah non, mais c'est... Ah bon, on peut vraiment faire ça ? Là, j'étais coordinateur sur un film avec Poulvord. J'étais très content de bosser avec lui d'ailleurs. Enfin. Bon, il était blessé. Et il s'était fait un claquage à la jambe. Bah, encore une fois, comme je t'ai dit, sur des trucs simples, bah, j'étais pas là. Hein. Il sortait d'une voiture. Vraiment le truc, mais où personne ne voit un danger. Tu marches un peu vite et t'es fatigué. Pof, petit claquage. Donc moi, j'arrive et je savais qu'il avait une blessure à la jambe comme ça. Donc... j'allais pas lui proposer de faire un échauffement avec moi, un truc, ou de répéter 36 fois la cascade. Et ce qu'il avait à faire, c'était rien en apparence, c'était de passer par-dessus un grillage, quoi, d'escalader un grillage, passer par-dessus. Mais bon, quand t'as un claquage à une jambe, quelque chose de simple devient compliqué. Donc, avec l'accessoiriste, on lui met des petites marches cachées dans le grillage pour qu'il puisse monter plus facilement, sans se faire mal. Et puis moi, je vérifie que le grillage est bien ancré dans le sol, que tout est solide et tout ça. Et puis on en discute ensemble de comment il voit la chose et tout ça. Et puis après, bon bah voilà, hein, c'est Poulvord, donc faut laisser faire la bête, quoi. Et c'est un génie comique. Et donc il franchit le grillage, et en fait en haut, il sent que le grillage, il a un petit peu d'élasticité. Et donc il en joue, c'est-à-dire qu'il joue un peu la tremblote du gars qui est en haut du grillage, et en fait tout le monde flippe sur le plateau. Les gens autour avaient peur parce que ils pensaient que c'était pas forcément voulu, ou que ça allait lâcher, voilà. Et moi en fait, bon, j'étais pas mort de rire, mais je sentais qu'il gérait. Et je trouvais ça drôle parce que c'est quelque chose qui arrive vraiment quand on passe par-dessus un truc et que ça tremble comme ça. Et surtout, ça arrive quand les gens ont peur, ils sont très crispés. Et du coup, après, ils sautent, ils s'étalent lamentablement au sol, mais encore une fois, c'était totalement voulu et tout. Bah, dans ces cas-là, c'est pareil, je vais pas le brimer, aller lui dire « Non, mais attends, attention, machin. Ouais. » Parce que d'un simple passage de grillage qu'on a pu voir plein de fois dans un film,
bah celui-là, faut voir comment il va être monté encore une fois, mais il peut être mémorable et très drôle. Enfin voilà, c'est très drôle de le voir faire, quoi. C'est marrant, ça se joue encore au-delà de la coordination, là, ça se joue vraiment à l'interprétation de l'acteur, quoi. Totalement, ça aussi, c'est notre rôle. Tant il y a des fois des comédiens, ils sont pas physiques, ils jouent un rôle où ils ont un passé d'agent secret ou de ci ou de ça, donc on doit les amener vers une gestuelle qui est cohérente avec le personnage. Et puis d'autres fois, effectivement, où il y a des comédiens qui ont un passé de ci, de ça, et donc je vais aller leur demander, moi, souvent les premières questions que je leur demande, c'est d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait comme activité, comme sport, qu'est-ce que tu aimes et tout. Et en fait, souvent à partir de ça, c'est beaucoup de temps de gagner. Par exemple, voilà, je sais plus, l'autre jour, j'avais une comédienne qui était pas du tout à l'aise sur les coups de poing, et puis par contre, elle a fait du tennis à presque niveau semi-professionnel. Et puis les coups de poing lui parlaient pas, je dis bah tiens ce coup de poing là, regarde c'est un revers. Voilà, donc ça, fais ton revers, fais voir comment fait ton revers, je dis bah voilà, c'est pareil, sauf que juste le point tu le mets de cette forme là. Ce qui compte en fait c'est que ça marche. Donc comment on y arrive après derrière, il y a plein de façons d'y arriver. Chemin, ouais. Tu parlais à l'instant du rapport français aux cascades. Quand j'ai fait l'épisode avec les effets visuels, il me disait que ça évoluait beaucoup et dans le bon sens ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'appels aux effets visuels dans les scénarios, que les scénaristes se briment moins, les producteurs ont plus confiance dans ce qu'on peut faire, moins peur du ridicule, etc. Est-ce que toi tu as le sentiment en tant que coordinateur cascade que au fil de ta carrière, les scénaristes et les réalisateurs se sont lâchés aussi dans les cascades dans les scénarios ? Ça évolue, effectivement. Il y a une partie qui est liée aussi aux plateformes, Netflix, Amazon, toutes ces choses-là qui permettent d'avoir des scénarios plus ambitieux, parce que là où des productions et des distributeurs plus classiques pensent que si on fait des grosses scènes d'action made in France, les spectateurs vont pas forcément se déplacer, et bah les plateformes prennent le risque et ça paye à chaque fois, ça marche très bien. Et puis aussi on a des nouvelles générations de producteurs, de réalisateurs, tout corps de métiers confondus, bah voilà, qui ont aussi grandi avec un cinéma d'action des années 80, 90, 2000 en plein essor, et donc ils ont envie eux aussi de défendre ça et de faire ça. Parce que de notre côté, par contre, au niveau des coordinateurs français, ça fait déjà des décennies qu'on est très reconnu en France. C'est-à-dire que le savoir-faire des cascadeurs français est très reconnu depuis, je sais pas, les années 50-60. Et d'ailleurs, c'est frustrant parce que il y a même plein de grosses franchises américaines. Les premiers épisodes, c'était en France. Et nous, la différence, c'est qu'on faisait les choses en live avec beaucoup moins de moyens. Donc on a cet héritage-là. Et puis, on avait un héritage de films d'aventure en France aussi, jusque dans les années début 80. Et ça s'est perdu dans un cinéma d'auteur qui, sous couvert d'être intellectuel, oh non, les scènes d'action, on n'a pas besoin. Non, mais on va pas montrer la comédienne qui tombe du dernier étage, on va lire dans les yeux de l'autre et après on la retrouve directement au sol, c'est plus fort. On se justifie des choses comme ça et on pense pas souvent au spectateur. On en est revenu de ça, tu penses On en revient vachement, ouais. J'ai pas non plus 30 ans de métier, je sens vraiment une différence. Et aussi, les discussions sont plus ouvertes. Là, pareil, dans les jeunes chefs opérateurs, il y en a beaucoup plus qui ont envie, justement, d'être aiguillés, d'être aidés par le chorégraphe combat, le coordinateur cascade, pour prendre les meilleurs axes. Les monteurs sont ravis à chaque fois quand on va bosser avec eux. Parce qu'ils sont démunis, ils ont des scènes de combat, ils sont là. Et en fait, c'est exactement comme si un chef d'orchestre, on lui demandait de tenir toute une partition, et puis derrière, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de musique, qui va assembler tout ce qu'il a fait. Enfin, ça n'a pas de sens. Ouais. Et est-ce que tu notes des différences entre le rapport du scénario français à la cascade et le rapport du scénario étranger ? Souvent, à l'étranger, on se pose moins la question. C'est-à-dire que les gens écrivent ce qu'ils ont envie de voir au cinéma, alors que, effectivement, il y a un peu, des fois, je trouve une censure dans l'écriture en France. On se permet pas d'aller aussi loin. Alors que des fois, des scénarios à l'étranger, on doit justement dire, nous, mais attends, c'est bien ce que vous avez écrit, mais vous avez le budget pour faire ça, parce que ça, attention, là. Ouais. Ou alors, des fois, ils écrivent des scènes d'action complètement folles, et on leur dit, non, mais attends, c'est tel comédien, il va falloir une doublure à 80%, là. Vous êtes sûr, c'est ce que vous voulez Enfin, après, ça dépend encore une fois. Je pense que moi, j'ai un prisme de vision qui est avec les pays que j'ai fait, avec le boulot, donc c'est mon point de vue à moi, c'est pas une véracité. Mais ouais, je pense que c'est un peu plus libéré à l'étranger. Peut-être même trop, du coup, c'est l'autre problème qui des fois, ouais, on doit mettre les freins, des fois, ouais. On a abordé le cas de la comédie, par exemple, avec comment Poulvord jouait de sa cascade. Est-ce que t'abordes différemment une cascade de comédie d'une cascade de registre sérieux ? Bien sûr, totalement. Et là, justement, c'est vrai que ma première prof de théâtre a été merveilleuse pour ça, elle était tellement dans le détail. Par exemple, dans un film comique, une même chute va pas être du tout traitée pareil que dans un drame. Et par exemple, voilà, si t'as la caméra qui est posée sur le côté là et le protagoniste tombe sur la table dans une comédie, blam, je vais lui demander aussitôt, moi, de ouvrir la tête vers la caméra. Comme ça, on profite de sa grimace, sa mimique, et ça dédramatise un peu le truc, alors que si on est dans un film dramatique, intimiste, d'auteur, par exemple, l'an dernier, j'ai fait un film sur l'inceste et la pédophilie, les scènes d'action, elles sont pas du tout traitées pareil. Si la jeune fille, l'héroïne, elle se prend un coup de poing,
pour moi, elle contient tout. Et au contraire, c'est à la caméra d'aller chercher un peu avec peine ces expressions, et pas à elle d'aller les offrir. Parce que justement, on n'est pas du tout dans le même registre. Donc la cascade comique serait plus expressive et la dramatique serait plus intériorisée, tu penses ? Ouais, ça peut être un premier axe de travail, effectivement. Et effectivement, souvent, oui, si on est dans du comique et qu'on prend un coup, ça va être vite assez expansif, alors que dans du dramatique, on va être plus dans du contenu, parce qu'effectivement, souvent quand on prend un coup, dans la vraie vie, ça met plusieurs secondes à monter la douleur. Elle n'est pas instantanée. Bon, à moins que ce soit une aiguille où on te pique le derrière, un truc comme ça. Mais il y a plein de coups, la douleur, des fois, il y a un temps d'absorption, mais elle met quelques secondes à monter la douleur jusqu'à son summum. Ouais. Donc on raconte pas du tout la chose de la même manière, tant dans le cadre que comment les comédiens vont se déplacer ou les cascadeurs, les doublures. Très souvent, toc, il va y avoir une première version de la cascade, et puis je vois que je peux rajouter des éléments pour un truc comique, rajouter des éléments qui vont rendre le truc beaucoup plus visuel, ou des fois ça va pas être juste la cascade qui va être drôle, mais c'est ce que va emporter le comédien dans sa chute. Ou alors d'un coup, il est tombé et puis tu jettes une gueudasse en dessous qui vole en l'air, qui fait raconter encore autre chose, où on imagine le pire que derrière, il s'est pris encore un truc. Il y a un chat derrière qui se prend le truc et puis voilà, machin. c'est ça. Par exemple, j'avais une fois une scène là, je coordonnais puis je jouais dedans avec Patrick Chenet. Et en fait, il y avait une scène, le personnage devait péter un plomb parce qu'il voit un sosie de Che Guevara assis à une table de café, puis le passif du personnage fait que c'est trop pour lui, ce gars là, qui a un copier-coller, et il pète un plomb, et donc il sort du supermarché, et en fait il a un sac avec des poireaux, des légumes et tout ça, et donc dans le scénario c'était marqué, voilà, il le fracasse gratuitement à la table du café, et du coup là encore une fois, moi je fais construire un truc avec du balsa, parce que je discute avec le réalisateur, je dis tiens, ça pourrait être bien qu'à la fin il y ait le panneau d'affichage des menus du jour, et qu'il lui tape une première fois sur la tête, ça casse pas, il reprend le truc, et là, ça casse au deuxième coup. Donc, j'explique au comédien comment faire, pas que ça casse au premier coup, au deuxième coup, et qu'on sente quand même vraiment l'impact et tout. Donc, moi, je le mets à l'aise, je dis, vas-y, t'inquiète pas, on y va. On fait une première prise, qui est bien, mais où je sens qu'il restait encore raisonnable. Il avait un peu peur pour moi. Vous cherchez de la comédie, là, en l'occurrence. Ouais, c'était la comédie, pure. Et puis personne se marre, surtout. Dans l'équipe, les gens, bon, voilà, technicien, ok, c'est fait. Et puis là, bon, c'est bien, elle était bien la prise, du coup, on passe à autre chose. Et là, je fais, je suis désolé, on peut la refaire, s'il vous plaît, on peut la refaire encore une fois. Et puis là, je vais le voir, le comédien, et je lui fais, ne t'inquiète pas pour moi, vas-y, à fond. Et même s'il y a de l'impro qui te vient, tant que tu me mets pas un coup de coude ou machin, vas-y, à fond. Ah bah, pour le coup, il y est allé, mais alors, il s'est vraiment lâché. Et là, bah, tout le monde était mort de rire, tout le monde devait se tenir la bouche derrière le combo. Et puis bah là, tu sais que c'est réussi. Bon, après la scène, comment elle a été traitée dans le film, elle a été traitée après sans son, en sépia, enfin il est parti dans un délire, le réalisateur. J'ai pas trop compris, c'est vraiment dommage, mais en tout cas... C'est aussi trouver le bon curseur, quoi. Ouais. J'imagine qu'il y a des cascades qui sont un peu clichés, que tu vois un peu toujours revenir des façons de combattre, de machin. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des techniques de cascade dont t'aimerais qu'on parle, qu'en fait que les scénaristes savent pas qu'elles existent, quoi. Oui, totalement. Et encore une fois, je trouve qu'il y a des passerelles qui sont pas assez faites, et que c'est très dommage que les scénaristes, les réalisateurs, n'aillent pas assez vers des gens spécialisés dans l'action. Plein de collègues ne diraient pas le contraire, hein. Nous, on serait heureux, même si on travaille pas sur un film, d'avoir pu donner des idées ou une expertise sur un scénario, parce qu'en fait, nous, on est les premiers contents d'aller voir des films où on se dit « Ah ouais, chouette, waouh !» Et donc oui, effectivement, il y a des... Alors le pire, je crois que c'est quand même dans les séries télé, où si l'héroïne se fait percuter par une voiture, ça va être toujours fait de la même manière. Elle traverse la rue, elle est prise par le téléphone, ou par ses pensées, ou par quoi que ce soit, et puis, plan serré, elle se tourne face à la caméra... plan de phare de voiture, et puis après, plan avec la doublure cascade, une bonne percu de face. Les percus voitures, c'est quasiment toujours les mêmes dans tous les films depuis 40-50 ans. Et c'est dommage. Bon, c'est vrai que c'est difficile de prendre une voiture des fois différemment, ça peut être dangereux et tout, mais on peut faire des choses différentes. Et puis surtout, ça correspond pas à la réalité, parce qu'une vraie percussion voiture, très souvent quand on retrouve les héros après à l'hôpital, les séquelles qu'ils ont sont pas les séquelles liées à une vraie percussion de voiture. Et justement, là, il y a quelques années, là, j'avais une comédienne qui bossait avant en médecine, elle m'avait filé tout un document hyper intéressant avec les vrais dommages sur le corps de tous les types de blessures, de la haute électrocution à se faire écraser par une voiture avec les traces de pneus sur le corps. Enfin, donc c'est un document qui est dur à lire, à consulter, mais qui est intéressant justement quand, pas forcément pour les comédies, mais justement pour des registres un peu plus dramatiques, pour que les cascades que je vais pouvoir imaginer et mettre en place, bah c'est pareil, après au maquillage, comment est-ce qu'on raconte 3 jours après, tiens, enfin voilà, c'est... Bah, j'avais eu une HMC comme ça dans un épisode qui avait parlé de ça, du fait que des fois on leur dit va pas trop sur le sang, sur machin, et puis à voir après que la cascade est tournée après le fait qu'ils aient fait le maquillage, et ils se rendent compte de ce que se prend le personnage dans la tronche, et se disent mais c'est absolument pas crédible qu'il ait aussi peu de sang par rapport à ça. Bah ça je l'ai vécu plein de fois, c'est-à-dire que bah effectivement on tourne
pas souvent les tournages dans la continuité, hein, pour plein de raisons. Et donc on va justement poser la question en amont au maquillage pour justement qu'on se mette d'accord. Et très souvent, moi, c'est ok, vous en êtes tous sur la blessure, je vois que vous avez joué le raccord. Ah oui, on l'a joué arcade droit, donc c'est l'arcade droit qui est ouverte. Ah bah non, parce que dans le décor, nous, c'était du côté gauche. Oh oui, bon, bah nous on va s'arranger pour que le comédien on lui fasse faire un demi-tour avant qu'il heurte l'angle du mur, et puis comme ça c'est bon, le raccord il est bon, faut communiquer quoi. Et du coup, toi comme technique de cascade que tu penses qu'on pourrait un peu plus développer, utiliser en France? Ouais, c'est d'avoir des fois des décors différents, d'avoir des univers différents, et puis encore une fois c'est aussi quand on raconte vraiment le background du personnage, quand on raconte d'où il vient et ce qu'il a fait, on peut se permettre derrière d'aller dans des choses beaucoup plus précises ou originales dans l'écriture. Et c'est vrai que ça c'est dommage souvent parce que c'est des clichés, c'est genre bah tiens, si le gars il a été agent secret au Force Spécial, forcément les cascades écrites ça va être oh oui bah il descend en rappel, oh oui bah il fait ça, et donc c'est des choses chouettes à faire mais qu'on a déjà vu plein de fois. Ouais. Donc du coup après moi je vais essayer d'apporter des points d'originalité par rapport au décor ou par rapport au machin, mais c'est vrai que dans l'écriture même quand on peut mettre des choses qui sont complètement atypiques, de dire bah oui bah le personnage bah il est français mais tiens il a grandi en Inde, il a été élevé avec les lutteurs de machin, ah tiens d'un coup qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter de la lutte indienne, pof, ou qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter d'un coup, il a grandi dans l'Oural, donc il a été formé au système A. Enfin voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de... C'est dans le projet en fait que tu trouves l'originalité toujours. Ouais, voilà. Mais après, je pense que le problème là, il est pas lié au scénario. C'est aussi que très souvent, on va pas aller chercher des comédiens, comédiennes assez physiques par rapport au rôle qui est demandé. Et donc très souvent, on a des projets où les comédiens sont pas crédibles déjà en fait dans le corps. Et je sais pas, il y a quand même comme ça une croyance à croire que parce que tu vas prendre le bon technicien, le bon coordinateur, ils pensent qu'on fait de la magie, alors un petit peu, mais bon quand même quoi. C'est pas en 2-3 mois de préparation à la française qu'un comédien va devenir d'un coup une athlète de haut niveau. Et ouais. Donc des fois c'est bien d'aller chercher des profils de gens qui sont déjà prêts physiquement à incarner un rôle, et peut-être qu'il a moins de followers ou qu'il est un peu moins connu, mais le spectateur lui à l'image va pas se tromper quoi. Là je fais une toute petite digression, est-ce que c'est une question d'âge? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent non mais en fait on n'est jamais trop vieux pour un film d'action, et puis des fois il y a des histoires comme quand on a vu je pense à De Niro dans Irishman, ou je pense à Clint Eastwood dans son dernier film, où quand on les voit faire un coup de poing personne n'y croit parce qu'il n'y a pas l'impact, il n'y a pas le dynamisme. Est-ce que pour toi l'âge a un rôle à jouer là-dedans dans la cascade? Alors c'est une très bonne question, et effectivement moi j'ai rarement peur quand j'ai un comédien qui a un certain âge, parce que souvent il a de l'expérience aussi qui va avec, et donc après on va pas écrire la scène d'action de la même manière. Là par exemple sur le projet que j'ai en ce moment, j'ai un petit rôle en plus dessus, il y a une séquence où je dois me faire attraper par un gros méchant qui a un certain âge, alors que j'ai échappé avant à ces 2 sbires. Avec de la poursuite, du parcours, du combat. Et donc, moi j'en ai marre de voir le énième truc où il m'attend à un angle et il me chope à la gorge et il me coince comme c'était marqué dans le scénario. Ouais. Donc du coup, aussitôt, je propose au réalisateur un truc plus original, de dire, je préfère essayer de dessiner quelque chose où en fait on lit le stratège, le gars qui est conscient qu'il a de la bouteille et que le gars saute dans tous les sens, c'est un vrai chat. Et donc justement en fait il va créer une situation où forcément celui qui va attraper va passer par là, et là en l'occurrence j'ai écrit une action où il va servir de sa ceinture pour me faire un collet et en fait me choper et ne pas me lâcher quoi. Et après derrière ça on a toute une scène de dialogue avec ça, et donc en plus ça apporte un truc un peu original comme on va l'amener là. Après souvent ouais il y a quand même beaucoup de clichés. Dès qu'on a des comédiens d'un certain âge qui se battent, on va beaucoup être dans des plans serrés, qui laissent suggérer un peu le pire. Et c'est vrai que la démocratisation des sports de combat, du MMA, de plein de trucs, ont quand même fait beaucoup de mal aux clichés de ces scènes-là, ouais. Parce que justement, maintenant, les gens savent bien que voilà, c'est pas réaliste. Un comédien qui a 65 ans, qui va mettre la pâtée à 3 petits jeunes parce qu'il a été commando il y a 20 ans, t'as pas la même tonicité forcément et tout. Ouais. Donc justement, je trouve que c'est là où c'est encore plus intéressant de ruser par les idées, l'originalité, renforcer en fait tiens comment est-ce que ce héros qui a un certain âge, il va regarder la scène où se passe le décor pour justifier qu'il utilise ça et ça, parce que la tonicité ou la vitesse qu'il a en moins, il va le gagner par l'expérience et utiliser telle et telle chose. La stratégie, etc. Et la stratégie. Et ça a été très bien fait dans des tas de films. Et puis après, bon, souvent c'est quand même du fractionné ce qu'on fait en tournage, c'est-à-dire que ça va être très intense, on passe de 0 à 100% instantanément, mais c'est du fractionné, c'est des morceaux par morceau, et là à tout âge, comme je dis souvent, un enfant de 3 ans ou un centenaire, quand ils éternuent à la même vitesse, avec la même tonicité. Donc en fait, l'afflux nerveux, la tonicité nerveuse, on peut faire des scènes d'action formidables jusqu'à pas d'âge, si on a la bonne technique, si on est bien entouré, si on a les bons partenaires en face. Et donc c'est aussi à nous de mettre à disposition des gens en face d'eux,
qui vont les faire vraiment briller parce que on sait se rendre léger, on sait faire croire qu'un coup de poing nous fait valdinguer en l'air hyper puissamment. C'est tout ça autour qui va permettre de faire croire que le comédien est ci ou est ça. Puis des fois, je demandais au premier assistant, ce serait bien de s'arranger pour que le lendemain, il commence pas trop tôt, comme ça il a le temps de dormir un peu, de souffler. Tout à l'heure, en off, avant qu'on commence, tu m'as parlé du cas du dialogue. J'avais aucune question là-dessus et je me rends compte qu'en fait, c'est super intéressant parce que c'est vrai que quand on pense combat, on pense surtout les coups, les gens qui courent et machin. Mais aussi, ils se parlent. Je crois que dans les vieux films d'action à baignure et quelque chose comme ça, les gens se couraient après, ils disaient rien, quoi. Et aujourd'hui, il y a quand même, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on crie? Est-ce que machin? C'est quoi ton rapport de coordinateur de cascade au dialogue? Des fois, on va proposer plusieurs cascadeurs qui vont jouer des hommes de main, par exemple. Et quand des fois, t'as une scène et que tous les hommes de main, parce qu'ils sont cascadeurs, restent muets, alors que dans la vraie vie, les gars feraient des petites réflexions ou lâcheraient des petits mots dans une poursuite. Le héros leur échappe et il n'y a pas un seul mot. On sent qu'il manque un truc. Après, au montage, tu regardes la séquence, tu sens que c'est pas normal qu'il s'exprime pas à ce moment-là. Ouais. Donc encore une fois, selon les réalisateurs, les projets et tout, on en parle à la script. Est-ce que c'est libre un peu? Est-ce que là, il peut dire quand même quelque chose? C'est vrai que des fois, c'est mieux quand même de ponctuer de petits mots en plus, d'onomatopées. On se pose la question, tiens, est-ce que là, naturellement, on réagirait, on dirait quelque chose? Non, par contre, des fois, moi je sais que quand je joue, si je dois reprendre une scène de dialogue et qu'elle arrive juste après une action, souvent j'ai besoin de refaire l'action ou la fin de l'action parce que le fait d'avoir le corps en mouvement, l'adrénaline, le choc, tout ce qu'on veut, donne une justesse dans le ton qu'il est très difficile de retrouver des fois en partant à froid. Ou en post-synchro, ou dans des cas comme ça. Oh ouais, post-synchro c'est dur aussi. Si on commence avec un comédien, tiens, je lui mets un petit matelas qui est hors champ, il peut faire la fin de sa chute, mais au moins il a le corps qui a le ton juste. Ça s'entend, ça se sent, c'est pas la même chose. Donc moi des fois je leur donne des infos techniques, c'est-à-dire qu'au niveau du dialogue, là, il a pris un gros coup de poing dans le ventre, il parle aussitôt après. Je vais lui dire à l'oreille, là, le coup que t'as pris dans le ventre, il peut te couper la respiration parce que ton diaphragme est remonté d'un coup. Donc tu peux mettre 3-4 secondes avant de reprendre ton souffle et au début ça va être un petit peu coincé comme ça, puis après ça revient. Tu vois, et en fait c'est des choses comme ça dont les comédiens sont friands. Ils ont besoin de ça. Plus on leur donne de matière, mieux c'est. Et pareil aussi sur la sensation du coup. Très souvent, t'as des séries policières et puis il y a une flic qui va faire une clé de bras à un malfrat ou à une autre ou machin. Et alors souvent les clés de bras, ça, tant qu'on t'en a pas fait, la sensation de ce que ça fait en jeu, c'est toujours faux, quasiment. C'est-à-dire que quand des comédiens jouent une clé de bras, qu'ils la reçoivent ou qu'ils en font une, très souvent c'est pas bon du tout, et ça se sent en l'image. Donc avec leur accord, je me permets de leur faire vraiment la clé de bras, sans évidemment m'approcher du point de rupture, je reste toujours, mais pour qu'ils sentent le désagrément et la pointe de douleur que ça peut provoquer, et comme ça immédiatement, ah ouais, effectivement, puis là ils sont en diapason, c'est vraiment comme si on donne le là. Tout à l'heure on parlait de quand il y a qu'une petite ligne de scénario et que des fois tu dois toi écrire dans ton coin, est-ce que ça t'arrive d'écrire techniquement du scénario, ou est-ce que vous vous contentez de ce dont tu me parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des prévises avec des vidéos ou des figurines? Encore une fois, il y a plein de façons de faire ce métier, et donc moi du coup des fois j'ai des gens qui me connaissent, qui savent que je touche à pas mal d'autres choses, donc il y a une confiance qui est là, et donc tiens vas-y Hugo, moi j'ai marqué ça, mais vas-y écris-toi comment tu vois la scène. Pareil, il y a différentes manières de l'écrire, parce que c'est très dur d'écrire une scène d'action, souvent je l'écris pour moi, pour pouvoir l'expliquer ensuite à la mise en scène et faire une vidéo de prévise par exemple, ou une mise en place avec les comédiens, mais écrire une scène d'action pour qu'elle soit compréhensible pour les autres, c'est très dur, parce que imagine par exemple, tu dois écrire une scène de 1 minute 30, où t'as 2 protagonistes qui se battent dans une pièce avec des bureaux, et qui font tomber plein de choses, et ça prend un temps fou à écrire, t'écris 5 pages, si tu détailles tout. Pour visualiser, c'est très très dur. Et pour visualiser, c'est très très dur. Donc non, plus souvent, ça va être d'écrire des grandes lignes, des idées clés, des points de rendez-vous. Après, c'est vraiment les vidéos de prévis qui servent de base pour voir le travail, quoi. Ouais, ok. Est-ce que c'était déjà arrivé qu'une proposition de chorégraphie que tu donnes, elle emmène une scène dans une autre direction? Très souvent. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon... Moi, si je faisais ce métier et que je savais toujours un peu à l'avance ce que j'allais faire et que ça ne sortait pas des clous, ça m'ennuierait. Parce que justement, on sait jamais, souvent en arrivant une journée, un matin, jusqu'où on va aller. C'est là où je trouve bien, quand on le peut, peu importe la taille du projet, que ce soit du court-métrage au blockbuster, de garder une certaine souplesse pour laisser part justement à l'imprévu ou à ce qu'offrent les possibilités du moment. Ou d'un coup, tiens, les 2 comédiens qui se rencontrent et et ça y est, c'est parti ensemble, ils sont tellement plus à l'aise que ce qui était prévu, qu'on est capable d'aller beaucoup plus loin dans la scène ou beaucoup plus intensément. Ou d'un coup, tiens, il y a tel accessoire qui a été ramené au dernier moment, oh ouais, on va l'utiliser, puis c'est totalement cohérent avec le personnage qui l'utilise ça à tel moment, qui le casse de telle manière. Une fois, j'arrive sur un projet et puis...
C'est un projet où il n'y a pas beaucoup de moyens, c'est un moyen métrage. Et j'avais eu beaucoup de mal à comprendre ce que voulait le réalisateur en réunion, parce que, encore une fois, quand on a peu de temps surtout, et qu'on connaît pas les gens au début, des fois c'est difficile de comprendre vraiment ce que la personne veut, parce que c'est dur à raconter, hein. Puis en partant de la réunion, je dis mais attends, j'ai un doute là, en fait tu veux un peu d'une scène à la Terence Hill et Bud Spencer. Il fait mais oui, ouais voilà, ouais, ça j'adorerais. Je fais ah bah voilà, super, ok, très bien. Je fais mais il a déjà fait ton comédien un petit peu Ah non, il a jamais fait une scène d'action, de combat. Je fais, bon. Et j'avais que une demi-heure pour mettre en place un combat le matin. Et puis, voilà, on tombe sur un gars, un grand gars qui est super, qui comprend direct le truc. Et donc, en un rien de temps, je mets en place une scène de combat, et c'est la première fois que je bossais avec ce réalisateur-là, on n'avait pas eu le temps en amont de se préparer. Je découvre qu'en fait, en plus, il pose la caméra, et pof, elle va pas bouger de là, quoi. Donc je réajuste pour que tout passe en plan séquence, sans couper. On met en place ce truc-là, et en fait, ça prend une... La scène devait être juste un petit combat de 15 secondes avec deux gars, puis en fait on a intégré un autre comédien qui était là, et puis la scène va en fait jusqu'à la comédienne qui est au comptoir, où c'était moi qui jouais aussi dedans, je viens me fracasser comme ça, vraiment à radel devant. Et puis bah, je revois un an après, le réal il m'attend, je vois un petit gars au bout de la rue, j'allais à un cinéma pour la projection, puis il me fait Hugo, c'est la meilleure scène du film. Et d'un truc qui était marqué comme anecdotique dans le scénario, c'est devenu une scène mais dont tout le monde parlait parce que les gens étaient morts de rire. Parce que le comédien, en plus, avait vraiment un investissement corporel qui est très drôle. Et donc, il y allait à fond. Tu peux le citer ou c'est... Ouais, ça s'appelait Paris Monopole. Et l'acteur ? Fred Touche. Ok. Est-ce qu'une cascade qui est prometteuse à l'écrit sera celle qui sera la plus impressionnante à l'image ? Et à l'inverse, est-ce que les cascades qui à l'écrit ont l'air bof ? En fait, comment toi tu te projettes là-dedans Forcément, j'ai plein d'images qui me viennent en tête. Ouais. Mais effectivement, des fois, t'arrives sur un décor, tu fais oula, ah oui, d'accord, donc là, la chute, si c'est de là, ça va pas être du tout aussi impressionnant que ce qui est marqué dans le scénario. Ouais. Donc, des fois, tu essaies de trouver d'autres solutions pour. Mais des fois, t'as des contraintes sur le plateau ou un truc qui était écrit comme prometteur. Ah non, mais y a pas de choix, ce sera ce décor-là, il faut que ce soit là. Bon, bah on va essayer de se rattraper sur une autre scène du film pour avoir le pic que vous souhaitiez là, on va pas pouvoir l'avoir là. Ou alors on va essayer de l'emmener différemment, dire bah tiens, au lieu qu'il tombe sur le sol et vous pensiez que c'était impressionnant, bah tiens, il y a un chauffage qui est derrière, et bah c'est en heurtant la tête sur le chauffage, c'est ça qui va être beaucoup plus... Tu trouves des éléments annexes pour rajouter de l'impressionnant quand il y en a pas assez. Ouais, tout à fait. Moi c'est ce que j'aime beaucoup dans le cinéma français, c'est qu'on n'est jamais battu. Et plus il y a de difficultés, plus on va devoir rivaliser d'audace et d'idées pour dépasser ce problème. Et souvent, un problème, on en fait un allié, quoi. Et justement, est-ce qu'à l'inverse, t'auras les exemples en tête de trucs qui à l'écrit seraient des petites cascades de rien du tout, mais dont toi, tu sais que ça, à l'image, ça a un impact fort. Ouais, des fois, il y a des scènes où, quand je les lis, ou quand j'ai une idée qui me vient, tu peux presque parier à l'avance qu'elle va être dans la bande-annonce. Des fois, il y a des effets qui sont difficiles à défendre. Et donc, des fois, je me permets d'insister pour un effet, parce que je sens vraiment que ça va être génial pour le film. Par exemple, alors là pour le coup j'étais pas coordinateur moi, c'est moi qui l'exécutais, c'était sur Banlieue 13-2 et j'avais mon ami Cyril Raffaelli qui en plus de jouer faisait les coordinations, les cascades et alors les coordinations, il y avait aussi Patrick Coderlier dessus, mais c'est lui qui faisait les combats et qui chorégraphiait les poursuites. Et à un moment il y avait une équipe serbe qui ont fait la déco et il y avait un truc où le héros devait courir, arracher une sorte de jambe de force, un élément de décor. Et en fait, pendant le saut, il passait sous un toit et il se servait de ce truc-là pour faucher les deux pattes du toit. Et comme ça, nous, en l'air, en les poursuivant en l'air, le décor s'effondre devant nous. Et donc, on tombe sur le décor qui vient de s'effondrer et on tombe 5 mètres plus bas, en une prise. Et le problème, c'est que quand on arrive sur le décor, l'équipe serbe a pas bien compris ce qu'on voulait. Et ils ont fait un décor qui est vraiment très 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 lourd. Et donc, ça veut dire que l'acteur principal, quand il passe, s'il y a le moindre problème, ça peut tourner au drame. Et puis même nous derrière, si jamais le timing était pas bon et qu'on se coinçait un pied ou une main en dessous, la main est coupée sur le champ tellement c'était lourd, quoi. Donc là, en fait, t'es dans un cas de figure où une cascade où pareil, on se doutait bien qu'elle allait être dans la bande-annonce, elle est totalement compromise par des tiers, voilà, on va pas chercher les responsables, on n'est plus là pour ça, il faut trouver une solution. Ouais. Tout le monde poussait à ce qu'on annule cette cascade. Cyril veut pas lâcher l'affaire parce qu'il sait justement qu'elle est importante, cette cascade-là, et que c'est un peu la cascade clé de la poursuite, que c'est celle dont les gens vont parler. Et donc, non, on lâche pas l'affaire. Il court dans tous les sens, il chope une scie, un morceau de madrier, et hop, il va caler à l'ancienne le toit avec un madrier, et c'est lui qui est derrière, et qui tire la jambe de force au moment où l'acteur passe, qui fait qu'il y avait une garantie que c'était pas l'acteur qui fauchait les jambes de force et qu'elle tombait avec son action, mais que c'était lui derrière en visuel qui allait vraiment tirer le truc au bon moment. Et puis moi j'étais rassuré, parce que étant derrière, je sais qu'il, même s'il est à l'extérieur, il est dans le même état intérieur que nous, et que du coup il va être au rendez-vous. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se lancer quand on sent que les autres en face sont pas dans le même rythme que nous. Ouais. Et puis bah voilà, dès la première prise, elle était parfaite, quoi.
On l'a peut-être refait 2-3 fois, je sais plus, mais en tout cas, on a sauvé cette cascade qui a fait le tour du monde derrière, le film a marché. Bon, on est connu pour Banlieue 13 et voilà. Bah ouais, alors que s'il n'y avait pas eu cette cascade-là, en gros ça saurait soulagé tout le monde sur le moment où fallait tranquille, on passe à autre chose, il nous embête avec sa chute. Mais derrière ça, les spectateurs, eux, se trompent pas. Et moi c'est ce que je dis souvent, c'est que au final, à chaque fois, on fait ça pourquoi ? Pour que les choses restent dans le temps, pour que les spectateurs aient envie de voir et revoir encore une scène, pour vibrer, pour sentir que ça a été fait en live aussi, avec le moins de trucage possible. Ouais. Moi je respecte énormément le spectateur qui se déplace, qui paye sa place de ciné, ou même qui donne de son temps pour regarder un projet. Voilà, c'est ça qui est le plus précieux. C'est quoi les remarques que tu fais le plus souvent au sujet des scénarios que tu lis, sur lesquels tu travailles ? C'est cliché. Pour toi, il y a toujours des terrains à explorer. Oh là là, toujours... il y a encore tellement d'idées à faire, mais il y a tellement un manque d'imagination. Et puis, il y a plein de gens, en fait, ils sont des fois... Dans les réals aussi, il y a plein de réals. En fait, ils veulent du copier-coller. Alors après Jason Bourne, ils veulent tous faire du Jason Bourne. Après Matrix, ils voulaient que du Matrix. Enfin, des fois, moi, je leur dis, mais tu veux pas faire ton truc à toi, pour ton projet ? Ok, t'as aimé telle et telle référence. Travaillons ensemble pour emmener le projet avec sa patte à lui, quoi, avec son identité à lui. Ouais. Parce que sinon, il y en a plein, voilà, ils font des bouts de copier-coller. C'est un patchwork de choses prises à droite, à gauche. Et puis moi, quand je regarde le truc derrière, je sens d'où viennent toutes les inspirations. C'est insupportable, quoi. C'est marrant, les compositeurs me faisaient un peu la même remarque sur vis-à-vis des musiques, où dès qu'une BO était à la mode, il la retrouvait derrière en musique temporaire sur tous les montages. Et donc il fallait coller la dernière musique, dernière BO à la mode, et qu'il y avait un côté difficulté à se projeter dans l'originalité du projet, quoi. À force de bosser sur plein de projets, plein de scénarios, t'as dû en lire pas mal. Est-ce que t'as le sentiment que ça t'a appris des trucs vis-à-vis du scénario en particulier ? Ouais, je pense que le rapport est particulier entre le scénario et nos métiers qui sont liés à l'action. Parce qu'encore une fois, c'est très dur de raconter avec précision par l'écriture des corps en mouvement ou une poursuite, mais par contre tu y donnes déjà les couleurs et les ingrédients de base. Quand tu lis le scénario, que tu aimes l'action ou pas, ça t'emmène. Et donc c'est pareil quand il y a juste ne serait-ce qu'une phrase pour décrire l'odeur, l'ambiance d'un décor, l'atmosphère qui y règne et tout ça. Tous ces éléments-là, en fait, nourrissent l'imaginaire après des gens qui vont créer les décors, les costumes, créer les actions. Moi, j'adore, en fait, quand il y a un peu de détails, parce que du coup, c'est des éléments qui nourrissent, parce que sinon, avec l'imaginaire, tu peux partir un peu dans tous les sens. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils préfèrent avoir une toile blanche et proposer et s'imaginer partir d'un fantasme, et il y en a qui disent qu'ils aiment bien justement être plus cadrés. Toi, tu te situes où par rapport à ça dans un scénario ? Moi, j'adore avoir le plus d'éléments possible. Ouais. Pour le coup, j'ai une imagination qui est même très envahissante, toujours beaucoup d'idées. J'aime bien en fait quand il y a beaucoup d'éléments parce que c'est au moins la garantie que la scène elle va être personnalisée, que je vais pas trahir l'univers d'un réalisateur et que même le scénariste quand il va voir la chose, il dit ah putain, ouais, c'est vraiment ce que je voulais, ce que j'imaginais. Ouais, c'est pour t'empêcher à toi de t'éparpiller en fait, c'est ton garde-fou au final. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce qu'un scénario ça influence ta volonté de t'engager sur un projet ? Parce qu'aujourd'hui, les coordinateurs de cascade, vous êtes très demandés. Preuve en est, tu es tout seul aujourd'hui. Vous auriez pu être jusqu'à 5 et du jour au lendemain, vous êtes appelés partout. Et est-ce que justement, le scénario en particulier pour toi, c'est quelque chose qui fait que tu vas t'engager sur un projet ? Et si oui, est-ce que c'est pour des raisons techniques, par exemple des cascades qui te paraissent incroyables ? Est-ce que c'est par rapport à l'histoire ? On a hélas pas tout le temps le loisir de choisir entre les projets. Mais effectivement, des fois il y a des projets, tu sais que tu vas pas beaucoup t'éclater sur ce projet-là. Et puis d'autres, où dès la lecture, là par exemple, la série que je fais là, c'était pas moi à la base qui était prévu dessus. Hors noir. Voilà. Ouais. Et puis la production a changé. La production précédente s'entendait bien avec un autre collègue. Ok, c'est comme ça, très bien. Mais j'avais eu beaucoup de désir en lisant les scénarios. J'avais déjà eu plein d'images en tête, de choses. Je m'étais pas permis de dire ça au réalisateur, malgré que j'avais un rôle sur la série, parce que j'avais un confrère qui était dessus déjà. Mais c'est vrai que je m'étais dit, mince, j'aurais vraiment envie de l'accompagner, ce projet-là. Et puis la production a changé, il m'appelle, il me dit, Hugo, est-ce que tu veux bien reprendre ? Puis là, j'étais ravi d'accepter. Et c'est vrai que des fois, quand t'as un scénario où tu sens qu'il y a beaucoup d'action et que les scènes sont pas gratuites, qu'elles sont bien écrites, qu'elles sont originales, que vraiment elles emmènent l'histoire dans quelque chose de dingue, forcément, le patiomètre, il monte dans les tours comme ça, et puis t'as très envie de te mettre au travail. Et donc souvent, je commence direct à prendre des notes, quoi. Est-ce qu'il y a un type de scénario ou de projet sur lequel tu n'as pas encore bossé et sur lequel tu rêverais de bosser ? Ouais, il y en a pas mal. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on relance des vrais films d'aventure à la française. Ouais. Donc pas des films d'action, mais des films d'aventure. Ça peut être tout style d'époque, de temps et tout, mais voilà, tu regardes encore les tribulations d'un Chinois en Chine avec Belmondo, Rochefort. C'est tellement plaisant à voir, quoi. C'est-à-dire, c'est tellement plaisant de voir, des protagonistes comme ça qui sont trimballés, qui ne s'arrêtent quasiment jamais, il y a pas de temps mort, et puis ça t'emmène dans plein de décors, plein de péripéties.
Et c'est vraiment tellement plaisant pour le spectateur. Même les gens qui sont là, j'aime pas les films d'action, mais ils adorent les films d'aventure bien souvent. Parce que justement, dans un film d'aventure, tu peux justifier tout type d'action. Parce que bah oui, il y a un moment, le héros il a pas le choix, il est mal pris. Là, il y a du vide en face de lui, c'est soit il se fait capturer, soit il saute de manière désespérée. Bon, à quoi il va se raccrocher? Alors que les films d'action, souvent, il y a beaucoup de volonté de faire de l'action et le scénario c'est plus du remplissage. Ouais. Donc des fois c'est vraiment nivelé par le bas. Je regarde en accéléré pour voir ce qui a été fait un peu dans la scène d'action, histoire de voir ce qui a été fait, mais je vais pas me donner la peine de regarder toute l'histoire parce que le scénario justement, je trouve que c'est du remplissage. C'est vrai que The Raid 2 par exemple qui est un exemple récent, enfin pour le coup ça n'engage que moi, mais j'avais le sentiment que c'était à la fois le plus incroyable des films en termes de cascade et puis en même temps d'un point de vue scénario le plus bateau, et c'était une démonstration de cascade sur démonstration de oui, cascade, puis etc. qui était, moi je trouvais pour le coup très mal faite par rapport au 1. Ah, intéressant. Parce que, par exemple, il y a une scène, alors je l'ai vu vraiment qu'une fois en accéléré, encore une fois. Ouais. Alors de mémoire, il y a une scène à un moment dans une cour de prison, Dans la boue, puis ouais. à peine ils se battent, ça se transforme en champ de boue complet. Ouais. Donc t'es là, mais d'où il y a un champ de boue en prison comme ça, même dans n'importe quel pays du monde, c'est débile quoi. Et puis il y a une héroïne à un moment, je crois, elle se bat avec 2 marteaux. Et voilà, tu vois direct que c'est des marteaux en latex. C'est-à-dire que moi, quand j'ai des comédiens, je leur file un accessoire dans les mains. Je dis, t'as déjà tenu un vrai marteau? Tu sais le poids que ça fait, l'inertie du poids que ça fait. Et un marteau en latex, comme elle le manipule elle, j'y crois pas une seule seconde. Et puis c'est surbruité, c'est surviolent. Ah bah avec, c'était le truc de surenchère presque comique, hein. C'était la... Ouais, et sauf que du coup, le problème c'est que un vrai marteau, il réagit pas comme ça. J'aurais pensé qu'un cascadeur aurait plutôt publicité ce genre de film avec des Non. fois il passe la caméra, le personnage qui est déguisé en siège, qui prend la caméra pour filmer les autres qui se battent dans la voiture, qui repasse à Bah pour l'extérieur, moi tous c'était ces une trucs-là. surenchère, mais totalement gratuite. Ouais. Et puis je sens le réal qui a un peu mangé à tous les râteliers, c'est-à-dire que il a voulu faire plein d'exercices de style pour un peu se la jouer, je trouve. Alors que dans le 1, à la rigueur, il y avait beaucoup plus une identité, un style et une patte assumée, et le 2, je sens que le gars il a voulu un peu aller tester plein de choses, Ok. ici et ça, et du coup c'est décousu complet, j'ai trouvé ça vraiment regardable. Super intéressant, comme quoi la tenue artistique, même pour les cascadeurs, elle a aussi une importance, et les défis techniques n'est pas une fin en soi, quoi. Non, totalement, et souvent, le plus dur c'est de savoir faire simple. Du simple bien fait, c'est intemporel. Par exemple, une poursuite dont on parle jamais, pour moi une des meilleures poursuites au cinéma, des plus réalistes, Ouais. c'est dans Point Break, l'original, hein, bien Ouais. entendu. Hein. C'est dans des petites ruelles de lotissement, hein, ça monte pas dans les hauteurs, hein, on passe de jardin en jardin ou à l'intérieur d'une maison, mais c'est hyper réaliste. Et puis à la fin, voilà, Keanu Reeves, il saute un peu trop haut, il se fait une entorse, bon bah c'est un truc qui arrive vraiment sur une vraie poursuite, quoi. Elle dure pas trop longtemps. Ou voilà, en fait, ce que j'aime pas souvent dans les poursuites, c'est que on va prendre des gars qui font du parcours, et en fait, ils se rappellent pas assez souvent que si par exemple le personnage c'est la première fois qu'il doit s'échapper par là, ben il connaît pas comment il fait le toit, il sait pas qu'il peut sauter là et qu'il atterrira là. Donc avant de sauter, bah tu regardes au moins. Et justement, t'as plus d'enjeux, tu regardes, est-ce que je peux le faire? Bon, j'ai pas le temps de réfléchir, mais je pense que ça passe. C'est intéressant, ça, tous les Tu vois, détails qui rendent réaliste Mais l'action. c'est tous les détails qui font la différence. Et le problème, c'est que il y a beaucoup trop de gens, je trouve, qui font du remplissage, qui font des actions impressionnantes pour impressionner. Mais sauf qu'une action impressionnante ne l'est pas si elle n'est pas accompagnée d'une nécessité. Si le héros, il a pas le besoin absolu de sauter là, de cette manière-là, que le reste est un peu gratuit, ou qu'on sent la doublure, ou ci ou ça, pour moi, c'est du remplissage. Ouais, donc la question de l'enjeu en termes de scénario, c'est vraiment quelque chose qui est important pour Ouais, vous. C'est vraiment. Ouais. J'essaie toujours de bien me rattacher à qu'est-ce qu'on raconte, pourquoi, comment, et pas oublier le fil. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux scénaristes français? Bah de ne pas avoir peur d'aller rencontrer des gens en fonction des écritures de leur scénario, ou de solliciter des professionnels, que ce soit des vrais policiers quand on écrit une série policière pour arrêter de faire 1001 clichés totalement faux, ou alors quand c'est des scènes d'action, effectivement, de pas avoir peur de solliciter des professionnels et confronter leurs idées, leurs envies à du réel, parce que bah tout évolue, l'œil du spectateur aussi. On peut plus faire les choses comme on faisait il y a 20 ou 30 ans, que les gens ont un œil aussi plus affûté sur beaucoup de trucs. Sinon, en fait, on crée comme ça des réalités alternatives qui n'existent pas. Il y a des cinémas où les gens pensent qu'on peut tous sauter du 3e étage et que ça passe, il se passe rien en dessous, sur du béton, tout va bien. Enfin, et donc, c'est chouette, des fois, dès l'écriture, en fait, de vérifier si oui, c'est faisable. Tiens, qu'est-ce que ça crée vraiment comme dommage corporel au niveau de l'adrénaline, du ressenti intérieur, de devoir faire tel choix d'action pour un film. Donc, de pas avoir peur de solliciter des gens dont c'est le métier, parce qu'en plus de ça, nous on est les premiers contents, même si on bosse pas sur le projet derrière, de voir quelque chose qui est original, qui est bien écrit, qui change un peu de ce qu'on voit, bah ça fait du bien. Ok, super. Et enfin, là on quitte le sujet du scénario sur la dernière question. Ce serait quoi le dernier film ou la dernière série que t'as vu qui t'a vraiment marqué en termes de cascade, parce que tu les as trouvées vraiment intéressantes par exemple? Bah j'en vois pas souvent, hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses de bien faites. Alors moi déjà je suis un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que dès qu'il y a trop de numérique, pour moi c'est même plus le même métier. Ouais. C'est-à-dire que moi j'aime bien offrir des vraies performances
Les films qui marchent, dont les gens parlent longtemps après et tout, en termes d'action, c'est quasiment toujours des films où ça a été que de la performance live et réelle, et les gens le sentent en fait derrière. Même s'ils sont pas capables de le faire eux, ils sentent bien si une distance elle est faisable entre un bâtiment et un autre, si telle chute vraiment il peut se passer tel qu'on se... Voilà, on le sent quand c'est du live, quand c'est fait en réel. Donc déjà moi j'aime beaucoup ça. Non, bah dans les derniers films, bon, je vais pas aller chercher très original, hein, mais le dernier Mission Impossible, bah de voir un acteur comme ça à plus de 55 ans faire des cascades de dingue, et malgré toute une grosse équipe derrière, des répétitions, beaucoup de travail et tout ça, bah faut vraiment y aller. Hein. Et là on n'est pas sur de la cascade gratuite, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure. Bah après voilà, c'est du gros divertissement, donc il y a un petit côté quand même un peu, mais ça fait partie du personnage et de cette saga-là. Par exemple, il y a une chute là dans le dernier Mission Impossible qui est magnifique, à un moment il est sous un hélicoptère, il lâche sous le patin et puis il tombe vraiment de, je sais pas, 10-15 mètres, hein, et il se raccroche au ballot, en dessous il y a une corde avec un énorme ballot d'amarrage de marchandises. Bah voilà, hein, tu regardes le making of, ils l'ont fait en live, donc avec une sécurité, hein, mais bon, quand t'es seul là-haut accroché sous l'hélico, t'as beau t'appeler Tom Cruise, bah ça n'empêche qu'il y a de la peur, de l'adrénaline, et puis que aussi le corps à 55 ans, enfin c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Et donc cette volonté-là de faire plaisir aux spectateurs, et cette envie aussi de faire les choses soi-même, bah c'est quand même un des derniers dans cette génération-là, comme ça, à offrir du grand spectacle. Bah merci Hugo d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Et puis bah bonne continuation dans tes projets du coup. Et bah toi aussi. Les cascadeurs et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Hugo pour sa participation et bien sûr merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode, partagez-le autour de vous s'il vous a plu et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. Et d'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. À bientôt.